Chapitre 7. Canal vertébral et anatomie de surface. Dans ce chapitre, nous allons étudier l'anatomie du canal vertébral sur tous les segments qui constituent la colonne, en étudiant la morphologie et les mensurations de ce canal. Nous étudierons aussi l'anatomie de surface, qui sera un élément indispensable à votre activité clinique future. Le canal vertébral et les trous intervertébraux. Nous allons voir sur cette diapositive l'orientation des pédicules et la forme du trou vertébral. Au niveau de la colonne cervicale, on constate que le pédicule est orienté médialement et ventralement et que son orientation fait 45 degrés avec un axe sagittal. Le trou vertébral, quant à lui, au niveau cervical, est triangulaire et ses mensurations moyennes sont de 23 mm sur 15 mm. Au niveau thoracique, l'orientation des pédicules est parallèle à celle du plan sagittal. Le trou intervertébral est lui aussi sagittal. La forme du trou vertébral au niveau thoracique est globalement circulaire et son diamètre est de 15 mm. Au niveau lombaire, l'orientation des pédicules est équivalente à celle retrouvée au niveau thoracique, c'est-à-dire sagittale, ce qui fait de la même façon une orientation sagittale des trous intervertébraux. Comme au niveau thoracique, au niveau de la colonne lombaire, le trou vertébral est triangulaire avec des mensurations équivalentes à celles du niveau cervical, c'est-à-dire 23 mm sur 15 mm. Intéressons-nous maintenant à une vue de profil aux trous intervertébraux, à leur forme et à leur aspect radiologique. Nous avons ici colorié une vue de profil du rachis cervical impliquant deux vertèbres. Vous constatez que le foramen intervertébral, qui se situe donc entre deux pédicules, a une forme globalement de rectangle, et de par leur orientation de 45 degrés, sur une vue radiologique, cette forme rectangulaire n'est visible que sur des trois quarts. Au niveau thoracique, la forme du trou intervertébral est celle d'une virgule, et on peut observer cette forme en virgule sur des clichés de profil, car les pédicules ont une orientation sagittale. Enfin, au niveau lombaire, le trou intervertébral a une forme d'oreille, de la même façon qu'au niveau thoracique, de par l'orientation des pédicules, cette forme d'oreille est visible de profil. Intéressons-nous maintenant aux points de repère cutanés, car nous avons vu l'ensemble des segments rachidiens, et ce sont ces repères cutanés qui vont avoir une importance en clinique. Le premier repère se trouve au niveau crânien et correspond à la protubérance occipitale externe. Le deuxième repère correspond au processus épineux de C7, qui est un processus proéminent. Il arrive parfois que ce processus corresponde à T1, mais le plus souvent il s'agit du processus épineux de C7. L'autre repère cutané sous-jacent correspond au processus épineux de T3. Un autre repère important correspond à l'angle caudal de la scapula et se projette au niveau du processus épineux de T7. Si l'on descend au niveau lombaire, un repère très important est celui qui correspond au processus épineux de L4.
Et pour retrouver ce processus épineux de L4, il suffit de tracer la ligne bi-iliaque, représentée ici en pointillé, qui est donc perpendiculaire. On repère cette ligne bi-iliaque en plaçant ses mains au sommet des crêtes iliaques et en rejoignant ses pouces sur la ligne médiane. Cette ligne bi-iliaque permet de retrouver sur la ligne médiane le processus épineux de L4. C'est un repère anatomique important car c'est à ce niveau que sont réalisées les ponctions lombaires. On peut repérer aussi plus latéralement la première dépression du premier trou sacré dorsal. Ce repère anatomique est visible essentiellement chez les personnes maigres, voire minces. Enfin, on retrouve sur la ligne médiane, au sommet du sacrum, ce qu'on appelle le hiatus sacré. Ce hiatus sacré se situe entre les deux cornes sacrées.